Alors c'est une conférence où vous avez le droit de ne pas éteindre vos portables. Vous pouvez utiliser tous les appareils que vous avez, iPad, ordinateur, téléphone ou autre. Je vous conseille donc d'avoir tous vos instruments devant vous, c'est indispensable pour le déroulement de cette conférence, de cette intervention. Soyons modestes. D'abord, je voudrais dire que l'apprentissage est toujours lié avec des technologies. On apprend toujours, certes avec notre tête, mais aussi avec des instruments qui vont nous aider à développer notre appréhension des données et nous mettre dans une phase en quelque sorte positive pour l'apprentissage. Je voudrais rappeler simplement certaines dates donc, dans l'enseignement à distance. Il ne faut pas oublier que c'est la création du timbre-poste qui a permis la mise en place d'un enseignement à distance par les cours de sténographie. Et c'est grâce au timbre-poste que l'apprentissage a pu prendre naissance et devenir mobile. Et si vous voulez, tous ces instruments, j'ai marqué aussi le stencil qui est bien sûr en disparition, mais le stencil a été révolutionnaire, a été un outil révolutionnaire dans la diffusion de tous ces documents. L'apprentissage, en effet, est toujours lié à ces instruments qui vont nous permettre, à ces outils qui vont nous permettre de sortir d'un espace et de sortir de l'espace scolaire ou universitaire. Je rappellerai aussi que nous sommes depuis fort longtemps des cours par téléphone, les premiers cours par téléphone ont eu en 1939, comme les cours à la télévision. Donc vous voyez que toutes ces inventions technologiques ont été liées aux apprentissages. Alors, donc, si vous voulez, c'est ce passage des cours par correspondance qui date de 1840 jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui formation à distance, enseignement à distance. On a parlé aussi de formation ouverte et à distance. Je préfère maintenant employer le terme de pédagogie numérique, mais je suis sûre que dans quelques années, on dira encore autre chose. Donc, toutes ces phases d'apprentissage qui sortent de l'espace font qu'on est lié avec des technologies. Alors, donc, avec le téléphone, puisque justement c'est un outil, et ce qui m'intéresse en particulier dans l'apprentissage, c'est comment l'apprentissage est lié à notre routine quotidienne. Parce que, en fin de compte, je dirais, c'est en faisant des choses, des activités quotidiennes que notre apprentissage doit rentrer. Il est bien connu dans les théories d'acquisition que nous partons toujours d'un terrain connu pour aller vers un nouveau terrain. Et on s'appuie toujours sur des connaissances que nous avons déjà intégrées à notre j'ai pas mis démarrer, donc je ne saurais pas depuis combien de temps je parle. Voilà. Alors, il y a bien, en ce moment, nous sommes dans la phase du M-learning, du mobile learning, on appelle ça de l'ubiquitous learning, il y a même du mobile language learning, donc un certain nombre, un certain type d'acquisition sur lequel donc, je vais me pencher aujourd'hui. Alors je structurerai mon intervention en 3 parties, un peu quelques points de vue et quelques chiffres. Ensuite, je vous parlerai de l'Atawad et du Beyond, vous verrez donc ce que c'est. Et j'en viendrai même à la conception des ressources pour justement téléphone mobile. Alors pour construire cette intervention, je ferai référence à des dossiers qui sont très intéressants, qui ont été donc des documents produits par l'UNESCO sur l'apprentissage mobile. Il y a eu un certain nombre de documents vraiment qui ont été une mine de ressources et c'est une mine d'informations sur ce domaine-là. J'offre aussi référence aussi à un site que j'apprécie particulièrement qui s'appelle TODCursus, qui est un site sur l'enseignement à distance et disons sur la pratique à distance en général, et bien sûr à quelques auteurs scientifiques, et je ferai aussi référence à des pratiques pédagogiques que moi-même je développe avec mes étudiants à l'université de Montpellier 3.
Alors, tout d'abord, on verra quelques chiffres, histoire un peu de vous écraser sur ces données. Je ne suis pas tellement pour les chiffres, mais on peut faire quand même le constat qu'il y a sur les 7 milliards d'habitants qui peuplent notre monde, il y a quand même 5,9 milliards qui ont des abonnements, et 70% de ces abonnements au mobile sont situés dans des pays en voie de développement. Alors, le réseau mobile, même dans ces pays, monte à 90% et en particulier à 70% dans les zones rurales. Ça veut dire que si le monde entier n'a pas accès à l'éducation, elle a accès au mobile. Chose positive ou plus interrogative, et donc on va voir en quoi on peut croiser éducation et téléphonie. Alors dans ce monde, donc 2 fois plus de personnes accèdent à la connexion Internet à partir d'un appareil mobile. Donc ça veut dire que les gens en général se connectent non pas par leur ordinateur, non pas par leur tablette, mais par leur téléphone. Il y a donc 4 milliards d'abonnements au téléphone mobile contre 480 millions de quotidiens distribués par jour, 1,5 milliard de télévision et 3,9 milliards de radio FM. Donc si vous voulez diffuser une information, choisissez la médiation de la téléphonie mobile. Il ne faut pas oublier que justement par le printemps arabe en particulier de 2011, le téléphone a été un des moyens politiques justement pour construire et pour développer ces mouvements politiques. Alors c'est aussi donc un outil éducatif et on verra en quoi cela peut être jugé comme un outil éducatif, à la fois pour les élèves, les étudiants, les enseignants, tout le monde a des téléphones. Et je suis sûre, qui n'a pas de téléphone mobile ici? Ah voilà. Il y a toujours un réfractaire. Merci monsieur de cette représentation. Ah voilà. Donc nous sommes tous armés en quelque sorte de notre téléphone mobile que nous regarderons d'ailleurs plus ou moins même pendant ces 45 minutes. Je suis sûre que vous jetterez bien un petit œil, surtout s'il vibre. Et donc ce troisième bras en quelque sorte, toujours prêt, sur lequel on jette un œil, montre notre connexion que nous voulons avoir avec d'autres personnes ou d'autres données. Alors, en Afrique, on compte 600 000 abonnements il y a en 1995, alors que maintenant, on atteint plus de 735 millions d'abonnements en 2012. Alors, bien sûr, le téléphone portable, c'est un objet interdit. Hein. Il est interdit dans les trains, il est interdit dans de nombreux... Alors après, je ne suis pas une fumeuse, mais après la cigarette, je pense que ce sont les interdictions de téléphone qui sont les plus nombreuses. Alors c'est un outil interdit en particulier dans les cours. Et pourtant, quand vous faites cours devant un amphi, vous avez tous les étudiants qui ont forcément, même s'ils n'ont pas de stylo, ils ont leur téléphone. Souvent, ils n'ont pas de stylo, puisque quand ils doivent signer, ils vous demandent un stylo, ce qui prouve bien qu'ils n'ont pas de stylo. Mais ils ont leur téléphone. Mais comme le téléphone ne permet pas encore de signer, je vais mettre en place d'ailleurs peut-être avec un scanner pour qu'ils puissent signer leur présence. Et donc, avec cet élément-là, que faire? Alors, je vous renvoie à un blog qui est un peu comique, c'est les déboires d'un jeune enseignant avec le téléphone qui interdit à ses étudiants, à ses élèves, c'est dans un lycée, d'utiliser son téléphone. Et bien sûr, quand on l'interdit, on n'a soit même pas fermé son téléphone, et on a bien sûr, après avoir bien sermonné l'élève, on a juste son téléphone qui sonne au même moment. Donc, je vous lirai cette attitude. Alors, je me dis... Moi, maintenant, je n'interdis plus le téléphone. Je leur conseille même de mettre leur téléphone sur la table. Au moins, je vois quand ils regardent leur téléphone. Et puis, c'est une activité comme une autre. Comme on se mouche, on téléphone. Donc, avec à côté des mouchoirs, nous pouvons donc mettre le téléphone.
Alors, le téléphone mobile. Mais est-ce que le téléphone mobile, quand on voit justement en Afrique, dans des zones en voie de développement, on se dit, est-ce la solution? Est-ce que, voilà, notre futur? Est-ce que c'est une salle de classe? Où est la porte? Où est l'enseignant? Où est l'apprenant? Et donc, dans cette recherche de la salle de classe, alors, bien sûr, l'UNESCO parle au Pakistan, en particulier dans les cultures où la rencontre entre genre féminin et masculin est difficile. Donc, cela permet d'avoir des échanges où il n'y a plus la visibilité entre les personnes, et donc le téléphone est un moyen d'accès. Et on parle en particulier donc au Pakistan contre l'illettrisme féminin. Il y a aussi en Amérique du Nord une enquête faite par des élèves avec l'usage, et on verra que j'ai un peu fait cela avec mes étudiants de licence, et donc cette enquête sur les écosystèmes où on utilisait donc le téléphone dans son activité de recherche et d'études. Bien sûr, justement dans les dossiers de l'UNESCO, il est mis aussi, il porte une grande importance à la possibilité maintenant de joindre ces enseignants qui n'ont pas toujours forcément accès à des circulaires, aux programmes, au curriculum. Et donc, c'est une façon aussi de transmettre aux enseignants les différents éléments qui viendront apporter sur l'administration, la gestion. Alors, un téléphone dans la main. Voilà, vous pouvez tous prendre votre téléphone, vous avez le droit. Voilà. Alors, je n'ai pas été très loin, c'est mon propre téléphone. Je n'ai pas vérifié exactement ce que vous allez découvrir. Vous allez avoir un œil peut-être plus... Voilà, un téléphone. Alors, ce qu'on peut remarquer, donc, ce sont bien sûr, comme le disait Stéphanie, des éléments, disons, ciblés sur le téléphone. Hein. Un téléphone, c'est d'abord des appels vocaux, la première fonction étant quand même celle-là. Mais vous avez aussi, donc... la génération poussette, hein, les gens qui, donc, on envoie tous des SMS. Donc, vous avez un tas d'autres, donc l'heure, puisque là, moi, j'ai mis, enfin, avec retard, j'ai mis, nous avons de la musique, les contacts, et on verra aussi, après, ensuite, donc, tous ces éléments-là, de l'enregistrement, voilà, tout ce qu'il y a, qui soit... connexion télévision, radio, achats, commentaires sur les hôtels et les restaurants où on va m'inviter ce soir. Je pourrai vérifier si l'invitation est intéressante avant d'accepter. C'est après que je prends la liste des gens qui m'invitent. Donc voilà, si vous voulez, donc on a un certain nombre de types de formats. En fin de compte, le téléphone, du moins les smartphones, nous habituent à avoir une multiple activité, et une multiple activité qui tient dans la main. On peut, alors bien sûr, certains téléphones se sont agrandis, d'autres se sont rapetissés. On est des fois fiers de ne pas avoir de smartphone, mais un autre téléphone plus de base un peu. Voilà, donc tous ces éléments-là. Et vous avez aussi donc ce qu'on appelle les applications. Les applications sont nées avec les smartphones. En particulier, si l'appareil est donc perfectionné, c'est-à-dire équipé donc du General Packet Radio Service, donc qui permet de se localiser, nous avons un certain nombre d'éléments qui font que nous sommes situés. Le téléphone nous situe à la fois dans l'espace et dans le temps. Si vous avez à assassiner quelqu'un, je vous conseille de laisser votre téléphone à la maison, parce que la police pourra tracer absolument tous vos déplacements, même si votre téléphone est éteint. Donc nous avons, si vous voulez, une localisation extérieure, parler de traces, mais vraiment une localisation extérieure qui est très forte, qui permet de savoir où nous sommes.
et à quelle heure nous avons fait telle activité. Alors bien sûr, il y a quelques éléments négatifs, donc pas d'accès au format Adobe Flash, mais maintenant ce problème est résolu avec le HTML5. Nous avons aussi nécessité de l'accès mobile, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir la possibilité de connexion, mais maintenant le développement de la 3G, de la 4G nous permet d'être connectés partout. Alors bien sûr, il y a aussi des choses plus négatives comme l'écran minuscule, tous les écrans, et aussi peut-être une addiction à la communication, mais après tout, pourquoi pas, nous avons d'autres addictions, pourquoi pas à la communication. Après tout, personne n'en est mort, enfin, il n'y a pas de vérification encore. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que nous ne sommes pas tous égaux. Nous ne sommes pas tous égaux devant le téléphone. Il y a des téléphones grands, des petits, des smartphones, d'autres téléphones plus simples, les réseaux, le prix des abonnements. Alors certes, le prix des abonnements baisse, mais les téléphones sont différents. Et donc, si on veut penser à des programmes d'éducation, il faut savoir qu'il y a toute une gamme de téléphonie qui fait que nous ne sommes vraiment pas égaux devant les téléphones. Alors je voudrais vous parler en particulier maintenant d'une application, puisque justement nous sommes dans le domaine de l'éducation. Donc c'est ce qu'on appelle les logiciels de productivité, donc une application qui peut être sur tablette, qui sert à l'étudiant. C'est donc une application qui est centrée sur son activité de gestion et d'organisation. Alors, la particularité aussi des applications par rapport à l'identité, c'est qu'on vous demande forcément de rentrer en contact, de se mettre en lien avec votre calendrier, de se mettre en lien avec vos contacts. Vous pouvez toujours refuser, on refuse la première fois, la deuxième fois, puis la troisième fois, on oublie et on accepte. Donc, l'application se lie automatiquement avec votre vie. Voilà, l'application rentre dans votre vie et donc est tout à fait liée à votre agenda, par exemple. Alors donc c'est un logiciel, c'est une application qui permet d'organiser les cours, les examens, les notes. Voilà, on peut rentrer donc dans des différents. Enfin, on peut mettre les rendez-vous, les salles. Donc même c'est une application qui veut gérer notre vie éducative. Voilà. Voilà donc les différents éléments, paramètres. Il y a toujours une phase de paramétrage, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire il y a toujours une adaptation de l'application à votre propre profil. Et ça, c'est vraiment très important dans la téléphonie, c'est que la téléphonie appartient à un nom propre, même si vous êtes obligé pour vos enfants, quand ils sont mineurs, de le prendre à votre nom, mais le téléphone appartient généralement à une personne. Et d'ailleurs, il y a des projets éducatifs qui essayent de faire appartenir le téléphone à 2 personnes, et cela complexifie le programme éducatif. Donc là, vous avez les différents liens, voilà, pour cette application. Donc c'était juste en passant, c'est une application parmi d'autres, hein. Il y en a quelques dizaines sur l'organisation de votre vie éducative, et donc cela permet de... Voilà. Alors je voudrais juste, avant d'en venir à des exemples concrets, et parler de quelques projets d'éducation très importants. Vous avez, par exemple, en Afrique du Sud, le projet de mathématiques mobiles. Alors, vous verrez que tous ces projets, en général, ils font appel à un très grand nombre de participants, que ce soit dans les apprenants ou dans le nombre d'enseignants. Donc, là, 25 apprenants, 500 enseignants, 72 écoles partenaires, donc sur l'enseignement des mathématiques. Vous avez aussi le projet Molenet, qui est un projet anglais qui est clos maintenant, mais qui a suscité beaucoup de discussions, beaucoup d'interrogations parmi les gens qui ont participé. Vous voyez, 30 000 élèves, c'est quand même très important.
Vous avez on a de l'alphabétisation, des projets d'alphabétisation en Colombie. Alors, tout ce qui est illettrisme, alphabétisation est très intéressé par le téléphone, puisque les gens sont obligés, si vous voulez, d'avoir une première reconnaissance, en fin de compte, sur la connaissance des icônes. Hein. C'est très connu, par exemple, quand vous voyez des enfants qui ne savent pas lire et qui savent retrouver l'application de jeu directement, vraiment d'une façon étonnante. Donc, ces enfants ne savent pas lire. Et donc, pour les gens illettrés, c'est une reconnaissance de l'icône qui permet de l'icône, après, d'aller à la lettre, enfin, au groupe de mots, voire à la lettre. Et donc, si vous voulez, cette démarche d'appréhension du signe est assez intéressant, puisque pour téléphoner, on doit reconnaître au moins la première lettre pour savoir à qui on téléphone. On doit connaître les chiffres. Et donc, cette première appréhension du téléphone font que c'est une démarche de reconnaissance sur les... Donc, je ne vais pas tous les dire. Donc, un certain nombre Donc, au Mozambique, il y a tout un programme de transmission des curriculums éducatifs aux enseignants via le téléphone mobile. Voilà. Pour donc clore cette première partie, donc, ce qu'on peut constater, c'est une forte présence donc, du téléphone mobile. Forte présence qui est donc renforcée dans le domaine de l'éducation par des applications éducatives, mais aussi par un très grand nombre de projets éducatifs. Alors j'arriverai à ma deuxième partie. Alors peut-être... ah non, je passerai dans la troisième. Je ne vais pas courir de risque, parce que cette interface donc, est pour ordinateur. J'ai fait une interface pour les téléphones mobiles. J'étais quand même un peu obligée, parlant de l'usage de téléphones mobiles, de faire l'interface qui convient, qui peut être lue sur un téléphone mobile. Alors, on parle de DataWare, d'Anywhere, c'est-à-dire c'est téléphoner à n'importe quel moment, où vous voulez, quand vous voulez. C'est-à-dire utiliser et donc apprendre. Et vous avez aussi le mouvement Beyond, qui est donc apporter vos appareils numériques. Je vous remercie d'avoir apporté donc vos ordinateurs, téléphones à cette intervention. Alors, donc le principe, c'est que les usagers doivent être connectés, même en déplacement. On doit avoir l'accessibilité à des contenus en ligne, en tout moment et en tout lieu. Je reviendrai aussi sur cette idée de données, c'est-à-dire voir est-ce que le téléphone est un objet de réception ou c'est un objet de production, et c'est une question que l'on doit se poser. Et avec aussi un élément important, c'est que les téléphones est personnel, c'est-à-dire qu'à la fois, si vous l'utilisez dans des projets éducatifs, il y a à la fois votre grand-mère qui va vous appeler, ou votre petite fille, mais aussi l'enseignant qui va vous appeler. Donc dans cette démarche, vous avez un téléphone qui à la fois appartient à la sphère professionnelle, à la sphère familiale, à la sphère intime en quelque sorte. Donc c'est un élément qu'il convient d'apprécier. Il y a aussi donc le fait qu'on peut recevoir toutes ces données. Alors là, je voudrais faire un peu, pas un pied de nez, mais me moquer un peu de toutes ces... Voilà. Je devrais avoir du son, là. Je n'ai pas de son. Attendez, on va laisser monsieur descendre. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre, on va voir, de sites qui proposent des données. Et ça paraît vraiment très facile d'apprendre maintenant. Il suffit de se connecter et toutes les données nous tombent dessus. Merci. Donc c'est juste la publicité donc, du site Edunex. Voilà.
Alors, votre rythme est le bon. Alors d'abord, je voudrais m'arrêter sur ce principe, c'est que malheureusement, l'apprentissage, certes, votre rythme est le bon rythme, mais un apprentissage sans organisation de programme, sans calendrier, c'est un apprentissage qui ne marche pas. Et votre rythme est le bon, c'est un peu ce que veut un peu montrer l'usage du téléphone mobile. Vous pouvez, quand vous voulez, par exemple, il y a une application dont une collègue me parlait hier et que j'ai d'ailleurs téléchargée, qui s'appelle Gymglish, donc apprentissage de l'anglais. Est-ce que le rythme, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut apprendre quand on veut, quand on est libre, à tout moment? Alors pour moi, je n'y crois pas. C'est-à-dire que l'apprentissage se fait dans un cadre assez fermé, et même, je ne dirais pas à la seconde, vous avez le droit, vous avez quelques heures quand même, ou quelques jours pour apprendre, mais il faut savoir qu'un apprentissage qui n'est pas organisé ne donne pas lieu à un apprentissage. Et l'accessibilité des données, on verra tout à l'heure l'ensemble des liens que je proposerai, ne donne pas. Et alors je vais juste pas faire un peu une petite pub pour le master que je coordonne, donc où le temps d'apprendre doit être organisé. Donc c'est un master qui s'appelle entièrement à distance, un master en sciences du langage qui s'appelle gestion des connaissances, formation et médiation numérique, où les cours sont distribués semaine après semaine, c'est-à-dire que chaque mercredi matin, il y a un cours qui commence et qui finit en général le mardi soir. Certes, dans la semaine, les étudiants ont le temps d'apprendre, mais si vous voulez, cette organisation est nécessaire pour permettre aussi à l'esprit de rentrer dans une acquisition progressive. Et même si c'est par l'accès à des outils, il faut quand même l'apprentissage, il faut une organisation dans l'apprentissage. Et quand je vois apprenez à votre rythme, le rythme n'est pas forcément, votre rythme n'est pas forcément celui qui va vous permettre d'apprendre. Et c'est un peu un leurre que je voudrais un peu déconstruire. Ce n'est pas vrai, certes on apprend à son rythme, mais il y a aussi l'autre rythme. Il y a deux rythmes qui se croisent, le rythme de la formation et votre propre rythme. Et si les deux rythmes n'arrivent pas à marcher ensemble, eh ben, il n'y aura pas d'apprentissage. Voilà, c'était juste cette remarque que je voulais faire. Voilà, où apprendre? Alors, la photo est couchée, c'est pas que j'ai voulu les coucher, mais c'était un peu pour casser, voilà, comme ça, vous bougez un peu la tête, ça vous fait un peu de gymnastique le matin. Vous voyez ce qu'on peut faire avec les instruments, hein? Je peux vous faire baisser la tête tout d'un coup. Donc, faites attention aux téléphones mobiles quand ils sont de travers. Voilà, donc sur les lieux, alors où c'est qu'on apprend? On apprend partout, et en particulier dans les transports, hein, aussi, donc sur les lieux d'apprentissage, écoles, universitaires, les transports. Et le téléphone mobile est en particulier une façon d'apprendre dans les transports. À l'université Montpellier 3, j'ai malheureusement ou heureusement la fonction d'être présidente de la section disciplinaire. Donc, une des dernières affaires que nous avons jugées en quelque sorte, c'était une copie par téléphone mobile, où il y avait donc photos de cours, pourtant c'était petit, hein. Et la personne m'a dit comme argument, ah mais c'est parce que je révisais pendant le transport, et que bon, on m'a vu regarder pendant l'examen, mais c'était pas vrai, c'était parce que je venais juste de le regarder dans les transports. Voilà, vous voyez que le téléphone portable sert à tout, sert aussi à apporter quelques aides pendant des périodes difficiles. Donc, voilà, c'est intéressant de voir que il est vrai qu'on peut apprendre partout, et c'est justement voir dans les moments où on ne peut pas transporter son ordinateur, peut-être on pourrait utiliser justement son mobile. Tu peux me dire qu'il me reste un peu de temps ?
Très bien. Voilà. Donc, je vous conseille, bien sûr, il y a une référence dans la mobilité. Hein, j'étais bien obligée de la mettre parce que c'est une référence très intéressante, qui est mobilité.net, qui avait été donc publiée en 2004 et qui reste tout à fait encore d'actualité. Donc, qui avait été publiée avec le soutien de la Fondation Internet, Nouvelle Génération, la FING et la RATP, puisque ça avait été financé par la RATP. Et donc, c'est un ouvrage très intéressant justement sur cette mobilité. Et je me rappelle en particulier un article par rapport à justement l'usage par les adolescents. Et donc nous étions en 2004, où c'était le titre de l'article, c'est j'existe puisque je suis connecté. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est très intéressant de voir cette mobilité qui va avec donc la création de ces. Donc, je vous conseille tout à fait vivement de revoir cet ouvrage sur la mobilité. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'apprentissage situé. Il me semble que pour faire du pain, il vaut mieux être apprenti dans une boulangerie que d'acheter des livres sur comment réaliser son pain. En effet, c'est en faisant qu'on devient boulanger. En général, il y a comme ce genre de métier où il y a ce qu'on appelle des apprentis. Et c'est donc un apprentissage situé que je vais favoriser pour mes étudiants et donc les mettre en situation, suivant une tradition de l'EVE très, très importante dans l'acquisition des connaissances. Et la mobilité induit grâce à des outils, va nous permettre donc de rentrer dans ces éléments-là. Alors, je vais passer directement au troisième, je reviendrai après. Voilà. Je voudrais donc parler d'une expérience que je mène avec ma collègue Maude Verdier. Donc nous animons un cours, et Nada Jonchère, et nous animons un cours avec un très beau titre, théorie et pratique de la culture et médiation numérique. Donc nous voulions mettre les étudiants en situation. Nous avons à Montpellier un très beau musée de culture numérique qui s'appelle La Panacée. Et nous avons donc essayé de construire avec le téléphone, avec ce musée et avec nos étudiants. Donc nous avons essayé donc de construire ce dont parlait justement Stéphanie tout à l'heure, avec cet usage instrumental, c'est-à-dire en quoi le téléphone mobile pouvait participer nous sommes en sciences du langage, à la construction d'un texte spécifique qui s'appelle la narration. Alors nous sommes partis d'un article donc, de Bagnonetti, Lyon, Folcher et Rabardel qui porte, alors là c'était tout à fait différent puisque c'était une expédition polaire. Donc ce n'est pas nous, mais suivant le même principe d'activité ethnographique, c'est-à-dire on part en exploration, là on n'allait pas trop loin, on allait au centre de Montpellier, on part en exploration avec tous nos outils, et avec tous ces outils, qu'allons-nous faire pour écrire un texte? Nous voulions donc leur montrer que tous ces outils qui participent donc à notre routine quotidienne participent aussi à notre écriture. C'est-à-dire que dans une vision ethnographique, nous avons toujours une période d'observation et de prise de connaissance de lieux. Donc, nous leur avons demandé d'apporter ce qu'ils voulaient comme instrument. Tout ce qu'ils voulaient. Bon, tout ce qu'ils voulaient, ça se réduit quand même. Voilà, tout ce qu'ils voulaient, et en particulier de voir comment ils étaient arrivés, donc les itinéraires par le téléphone. Nous avons voulu aussi voir qu'ils pouvaient prendre des photos, prendre une note, filmer, interviewer. Donc, on s'est aperçu d'abord que l'élément qu'ils ont apporté, quelques-uns, mais très peu d'appareils photo, mais essentiellement, tout le monde avait son téléphone portable. Voilà. Donc, une narration que nous avons appelée une narration numérique, voilà, qui nous a permis de... Alors, on est dans la phase là, de réflexion, ils sont dans la phase d'écriture, c'est-à-dire comment on peut faire une narration grâce aux éléments qui ont été retenus
qu'est-ce que nous avons choisi de faire avec notre téléphone? Est-ce que nous avons choisi d'enregistrer le guide? Est-ce que nous avons choisi de prendre des photos? Donc, nous aurons l'ensemble des décisions qu'ils ont prises sur l'usage du téléphone mobile. Alors voilà donc quelques photos prises donc à la Panacée, avec donc bien sûr avec des prises de notes papier, mais aussi avec donc des téléphones. Voilà, vous voyez, il y a donc un usage pendant toute la visite. Bien sûr, on les a laissés libres de rendre compte, et nous aurons comme résultat cette narration que nous appelons numérique, puisque, en fin de compte, elle sera réalisée grâce aux éléments d'autres instruments que leur stylo. Donc, je voudrais passer donc à un autre élément de cette conférence, c'est la conception. Alors, je vais essayer de sortir... Attendez, c'est là. Alors, je vais vous montrer donc la version... Voilà, la version mobile. Voilà, ça c'est vous aviez l'interface Internet. Donc cette interface marche tout à fait sur un téléphone mobile, parce qu'il y a un gros problème, c'est de conception. Je vous ai dit tout à l'heure, donc nous sommes dans les données. Est-ce que certes, une des possibilités, on le voit souvent dans les projets, c'est que le téléphone mobile est un objet de transmission, et donc il faut aussi qu'il puisse... donc il y a toute une réflexion à avoir sur l'interface, sur le mobile donc learning. Donc je vais recommencer. Voilà, j'allais directement par mon menu. Voilà. Alors... voilà, donc là je vous ai mis vraiment une liste de, vous voyez, que ça soit des plateformes de cours ouverts, vous reconnaîtrez Coursera qui est très à la mode en ce moment pour les accès des MOOC. Vous avez aussi toutes les universités thématiques qui sont faites par les universités françaises et d'autres universités. Vous avez aussi un tas d'autres formes. Donc, des données, il n'y a pas de problème, il y en a. Mais des données accessibles et lisibles sur nos téléphones mobiles, là se pose plus de problèmes. Alors, dans les données qui sortent maintenant, il y a cette recherche d'interface. Alors bien sûr, comme j'aime bien quand même poser des questions, mais proposer des solutions. Alors, moi je suis une fan, vous allez voir, vous allez me dire, fan de Todd Cursus, je suis une fan de Scénarichain, qui est donc une solution libre faite par l'Université de Compiègne, qui propose donc des logiciels de chaîne éditoriale, que vous connaissez sans doute. Et donc, j'ai réalisé donc mes supports avec le modèle documentaire qui s'appelle Opal, mais vous avez d'autres modèles documentaires. Et je voudrais vous montrer un peu l'envers du décor. Voilà. Alors ça, c'est vraiment c'est l'envers du décor. Vous voyez, j'ai la liste de toutes mes ressources sur la gauche. J'ai deux possibilités. J'ai la publication web et la publication web mobile. Il me suffit vraiment de générer, voilà, j'ai généré la partie, celle que vous avez vue. Alors ça prend 30 secondes. C'est une chaîne éditoriale, c'est-à-dire que je ne rentre que le contenu, et c'est donc le logiciel qui va traiter l'interface nécessaire. Voilà, c'est ce que vous avez vu, peut-être pas tout, mais ce sont les éléments essentiels que vous avez vus. Et il y a donc, on finira justement par cet exemple. Et donc c'est une façon, si vous voulez, de gérer. Donc voilà, c'est un peu comme magique. Hein, j'aime bien ce côté de génération, on dirait que tout va apparaître. Voilà. Et donc vous avez du même contenu qui se transforme suivant l'objectif. Et en général, je propose aux étudiants plusieurs formats, puisque maintenant, si vous voulez, je ne sais pas où c'est qu'ils vont lire les cours que je propose sur les plateformes d'apprentissage. Donc, je leur propose le site web, le site mobile,
Et je leur propose aussi une impression du genre type, qu'on dit pour impression, avec donc peu d'images, pour imprimer s'ils désirent imprimer. C'est-à-dire que nous sommes, je pense, nous devons proposer tous ces formats aux étudiants afin que puissent juger, suivant l'endroit où ils se trouvent, quel format ils ont besoin. On ne peut plus leur proposer un seul format. Et vous voyez, avec ce type de logiciel, nous sommes tout à fait capables de leur proposer tous les éléments. Alors, pour conclure, c'est ça? Regarde Véronique. Je voudrais juste conclure par un usage sur le portail de l'éducation du Chili, qui est un concours d'entrée. Donc, je vais finir par un peu un exemple étranger. Justement, ce portail a été créé pour un usage exclusivement sur, il n'y a même pas le choix, c'est sur l'usage d'un appareil mobile. Donc c'est le concours avec voilà que contient donc le plan du cours, comment la démarche, donc tout est expliqué. Les étudiants font les exercices aussi en ligne, donc l'épreuve se passe via le téléphone mobile. Et nous avons après la lecture des résultats. Donc ce concours d'entrée à l'université chilienne est totalement basé sur l'usage du téléphone mobile. Donc pour conclure définitivement sur mon intervention, alors ce que je pourrais conclure, c'est que, donc vous voyez, j'ai un peu vu ces trois aspects, cet usage que nous voulons très répandu de l'apprentissage mobile. Certes, il existe, mais il faut avoir aussi l'appréhension de l'enseignant qui doit aussi trouver une créativité nouvelle dans une éducation mobile. Et c'est en cela que, pour moi, la pédagogie m'intéresse, parce qu'elle m'oblige à trouver des solutions. Et chaque outil est aussi une interrogation supplémentaire et donc peut-être un apport, une opération cognitive qui peut-être va accélérer cette acquisition. Mais pour l'acquisition, il faut du temps au temps et voir en quoi l'outil peut apporter quelque chose de plus à cette phase d'acquisition pour l'apprenant. Donc on a vu qu'il y avait de grandes possibilités éducatives, il y a beaucoup de projets, mais moi ce dont je crains, c'est quelque chose que je trouve qui est un leurre aussi, c'est un peu les MOOC. Les MOOC sont certes intéressants parce qu'ils font de la publicité enfin à l'enseignement à distance, mais ça c'est que je suis un peu comme Monsieur Jourdain, faisant de la prose sans le savoir, je fais des MOOC depuis de nombreuses années sans le savoir. Et donc, apporter des données, c'est certes intéressant, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un parcours d'apprentissage et une réflexion, quel que soit l'outil. Et réfléchir au parcours, c'est aussi avoir des échanges, des partages. Et le MOOC ne doit pas oublier, en particulier les MOOC académiques, ne doivent pas oublier qu'il y a toujours un parcours d'apprentissage qui n'est pas forcément unique, qui peut être individualisé, mais qui est difficile quand il s'adresse à des milliers de personnes. Pour ma part, j'essaye, si vous voulez, d'utiliser les outils que mes étudiants ont en usage, et c'est en cela que c'est une adaptation et c'est une cohésion, je dirais presque une communion avec l'étudiant pour rentrer dans sa mobilité et pour être soi-même mobile. Et c'est vraiment l'intérêt de ce M-Learning, c'est vraiment de s'accrocher à toutes les possibilités. Je ne vous ai pas tout présenté, mais il y a d'autres activités qui sont passionnantes. Par exemple, pour réaliser des itinéraires avec Google Maps, en faisant des itinéraires automatiques, des itinéraires avec le Street View et des itinéraires réels. Donc, il y a toujours cette étude comparative qui est possible. Et donc, je vous laisse la parole pour que vous me proposiez des innovations en mobile learning. Merci. Merci Chantal. Est-ce que vous avez des questions ?
Merci Chantal pour cette intervention très intéressante et très riche. Je me demandais si tu avais déjà passé l'étape de l'évaluation de l'examen des étudiants où ils utiliseraient leur téléphone mobile. Ah, oui, non pas pour tricher bien sûr, mais pour te rendre quelque chose. Oui, j'ai fait ça, mais j'en ai pas parlé parce que c'était pas très réussi. Mais j'ai déjà fait ça, c'était l'année dernière, donc, comment dirais-je, épuisée par tous ces étudiants dans les amphis où je ne vois plus les têtes des gens, mais simplement des ordinateurs devant moi. En plus, je suis petite, donc bientôt je vais amener un escabeau pour voir s'ils sont bien derrière. Maintenant, d'ailleurs, je fais cours au fond de l'amphi, comme s'ils sont obligés de se retourner, et je vais voir leurs écrans. Et donc, j'avais donc fait un essai, je les ai obligés à tweeter pendant mon cours. Parce que je me dis, tant qu'à utiliser. Donc, il était question de tweeter pendant mon cours, et ils étaient donc obligés. Et donc, on vérifiait, alors ça a été un peu complexe, justement, la vérification. On vérifiait s'ils avaient bien. Donc, ils avaient le droit de poser des cours sur le CM que j'étais en train de faire. Et on a vérifié toutes les questions qu'ils posaient sur les sujets sur lesquels je les entretenais. Donc, ça devait compter dans l'évaluation. Puis après, on n'a pas fait compter. Bon, c'était un essai, mais je suis tout à fait pour essayer d'utiliser, voilà, parce que puisqu'ils sont là avec tous les appareils, moi je veux qu'ils les utilisent au moins dans le but pour lequel ils sont venus dans la salle. Donc je suis tout à fait pour mais il faut, disons, inventer, il faut trouver des éléments. Et Twitter, je pense, est une bonne solution aussi. Parce que, d'abord, c'est une écriture spécifique, donc c'est comme les SMS dont tu es spécialiste. Et donc, voilà, c'est une réflexion sur l'écriture et sur la question à poser. Merci. D'autres questions ? Ça marche, ok. Bonjour et merci pour cette présentation. Moi, il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu, c'est, vous dites, ils sont obligés d'utiliser Twitter, par exemple, pour une application concrète pour votre cours. Oui, je suis assez dirigiste comme enseignante, hein, oui. Je vous dis tout de suite. Et comme vous l'avez dit durant votre présentation, on n'est pas tous égaux sur les usages mobiles. Oui. Et si jamais vous avez des étudiants qui ne veulent pas que les applications rentrent dans leur vie, qu'ils aient accès à leurs contacts, à leurs agendas, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait une fracture sociale qui se crée dans ces usages de ces technologies? Alors moi, oui, je me suis vraiment posé cette question, là. Je me suis posé cette question parce que justement, tout le monde n'a pas forcément un smartphone, mais quand même, la majorité ont des smartphones. Donc, il faut trouver des solutions individualisées pour ceux qui ne veulent pas. Voilà, pour cela, moi, je suis tout à fait, je ne suis pas du tout opposée. Je ne suis pas pour une évaluation unique et homogène. L'évaluation, en fin de compte, elle est propre à chaque individu. Donc, s'il y a des personnes, ça leur convient, ça leur convient. Si ça ne leur convient pas, eh ben, voilà. Par exemple, j'ai eu des gens qui n'ont pas voulu faire leur itinéraire quand on est allé à la Panacée. Et ben voilà, eux ne l'ont pas fait, on a trouvé un autre exercice à faire. Donc justement, ce qui est bien avec l'outil, c'est qu'on peut individualiser. Justement, par exemple, un examen, on distribue une copie, il n'y a qu'un seul sujet. On peut pas individualiser parce qu'il y en a un qui ne veut pas faire ce sujet-là. Tandis qu'avec l'outil, eh ben, si vous ne voulez pas l'utiliser comme ça, ben, en fin de compte, moi, ça me plaît bien, parce que comme ça, je vais être obligée de trouver autre chose. Oui, ici. Oui, bonjour, je suis là. Tout en bas. Ah oui, pardon. Merci pour votre exposé. Moi, je suis confronté, je pense que je suis un peu comme l'enseignant avec son blog, où en plus je me retrouve dans des classes mixtes entre l'école Polytech, par exemple, où tous les étudiants maintenant ont un iPad en arrivant,
et des étudiants de la faculté des sciences qui n'ont rien, et puis souvent pas les moyens d'avoir des téléphones, donc je me retrouve avec des classes mixtes comme ça. Et c'est vrai que j'ai tendance, au bout d'un moment, rapidement à tout interdire, parce que rapidement, les étudiants, ils utilisent leur appareil pour faire franchement autre chose. Alors le SMS, ok, mais alors quand c'est carrément pour jouer pendant les cours, c'est vrai qu'on peut se dire, laissons faire, il est grand, il saura au bout d'un moment s'arrêter pour suivre le cours. Mais c'est vrai que rapidement, ça génère autour de lui pas mal d'activités et de gens qui n'écoutent plus, en fait. Alors, je ne sais pas si vous avez des solutions pour gérer ça. Mais... Eh ben, moi, j'ai exactement les mêmes problèmes que vous aussi. Et si vous voulez, donc, je les oblige, j'oblige ceux qui ont ce type d'appareil à faire des actions par rapport à ceux qui ne les ont pas. Alors des fois, même, ils oublient d'apporter leur iPad parce qu'ils se disent, elle va encore nous demander de faire quelque chose avec notre iPad. Voilà, c'est ça. Hein. Moi, j'ai fait aussi ce qu'on appelle des classes inversées, c'est-à-dire que donc on leur demande de travailler sur des connaissances et puis après on pose des questions type QCM mais en face à face. Et donc, je leur ai demandé à ceux qui avaient les outils de le faire sur les outils et les autres de le faire sur écran. Alors, il y en a qui étaient pas d'accord, qui voulaient le faire sur écran, parce que sur écran, vis-à-vis des autres, on voit quand même que vous répondez bien, tandis que... Alors moi, si vous voulez, je ne veux pas interdire. J'interdis rien. Alors, ce que je fais aussi, maintenant, je fais dans les amphis, je suis toujours au fond. Alors, c'est un très bon entraînement, parce que je monte et je descends les escaliers. Donc, ça fait un sport vachement efficace. Et eux, si vous voulez, ils n'arrêtent pas de me voir. Et alors, chaque fois, ils doivent se demander, mais qu'est-ce qu'elle nous a trouvé aujourd'hui ? Et si vous voulez, bon, il faut trouver, je pense que, pour moi, le CM ne veut plus dire grand-chose, hein, puisque moi, ils ont tous à la disposition des ressources, mais je veux quand même qu'ils viennent me voir, puisque c'est du présentiel. Et j'essaye de trouver des solutions, si vous voulez, à la fois physiques, instrumentales, pour ne pas rentrer dans cette interdiction. Parce que rentrer dans cette interdiction, parce que dans leur métier, quand ils vont utiliser leur iPad, leur téléphone, hein, il n'y a qu'à voir les réunions professionnelles. Tout le monde a tous ces instruments autour de soi. Là, on dégaine tout de suite. Hein. Et donc, je veux leur montrer qu'en éducation aussi, on peut s'en servir. Donc, il faut trouver, j'ai essayé Twitter, j'ai essayé... Voilà, j'essaye de trouver des activités où ils vont utiliser leur instrument. Et pas simplement pour faire autre chose. Parce que c'est vrai, hein, si vous regardez, ils regardent des films, ils regardent les prochains pantalons ou la prochaine robe qu'ils vont acheter. Vraiment, c'est très intéressant. Hein. Alors dans ces cas-là, je demande à tout le monde des fois de retourner, j'ai un cours sur la culture numérique, de retourner leur écran et de nous dire ce qu'ils font à ce moment-là et qu'est-ce que ça peut leur apporter, parce que c'est sûr qu'ils regardent ça par rapport au cours. Et donc, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Alors après, des coups comme ça, si vous voulez, mon cours me le permet aussi. Je ne sais pas si vous avez un cours des fois peut-être plus... Oui, c'est ça aussi. Qui ne permet pas ce type d'activité. Excusez-moi, on avait une dernière question là-bas, mais alors sinon une autre très très rapidement, on a pris un peu de retard. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit monsieur sur la perte on va dire, de concentration pendant un cours. À mon avis, pour l'instant, c'est très bien, le numérique, j'y crois à fond, mais on est un petit peu au début du film 2001 Odyssée de l'espace quand ils découvrent le monolithe. On a un truc, ok, c'est beau, c'est sympa, on peut s'amuser avec, mais on ne sait pas du tout quoi en faire. Dans mon environnement, 90% des chercheurs n'ont pas un calendrier partagé. Donc à partir de là, je ne vois pas comment on va pouvoir demander aux étudiants d'avoir des cours en ligne, d'avoir du e-learning, tout ça. Il y a quand même un gros boulot à faire. Et l'exemple le plus flagrant dans notre région, c'est la distribution des ordinateurs dans les lycées. Ok, tous les étudiants, tous les secondes ont un ordinateur, c'est super. Les enseignants ne savent pas trop quoi en faire. Rien n'est équipé pour donner cet accès. Donc est-ce que pour l'instant, ce que vous avez dit c'est très vrai, mais est-ce que ce n'est pas encore un peu futuriste ? Oui, alors, ce qu'on dit souvent de moi, c'est que j'ai toujours un pas en avant. Mais je veux dire, il faut bien qu'il y ait des gens qui aient un pas en avant. Mais si vous voulez, moi, je pense qu'il faut... C'est pas futuriste. Hein. Moi, j'ai 62 ans. Je veux dire, je ne suis pas une futuriste quand même à 62 ans. Mais il me semble que c'est vraiment l'enseignant, puisque les chercheurs n'ont pas de... apprenons à nos étudiants à avoir des agendas partagés. Par exemple, voilà une utilisation de Facebook. Comment ne pas être pris dans le tram quand on n'a pas payé son ticket? C'est un lien sur Facebook qui vous dit, l'arrêt d'avant, il y a les contrôleurs, descendez
ou acheter votre ticket. Donc ils sont capables de faire ça. Donc l'enseignant s'est trouvé dans sa discipline le moyen aussi d'avoir cette routine. Et moi, ce que je veux, c'est que l'étudiant ait une routine éducative avec des instruments qu'il utilise dans sa vie quotidienne. Et quand même, quel est l'étudiant qui n'a pas de portable? J'aimerais bien savoir quel est l'étudiant qui n'a pas de portable. Je ne dis pas... il y a toutes les gammes de portables. Hein, et moi, je trouve que c'est notre nouveau rôle. C'est le rôle de l'enseignant. C'est de montrer que l'enseignement à distance, la fabrication, en faisant justement des ressources qu'ils peuvent voir sur les mobiles, c'est vraiment notre travail. C'est pas simplement faire des CM, c'est concevoir des ressources. Et moi, je peux vous dire, j'ai vraiment un réel plaisir à concevoir des ressources qui soient interactives pour mes étudiants. Mais je suis peut-être un peu... Chantal, très rapidement. Alors, une dernière question de monsieur. On fera une pause de 5 minutes. Merci, je vais essayer d'être rapide. Merci pour cette présentation. Alors, tout d'abord, juste pour contrebalancer, j'adhère pas trop à encore. On a donné des outils technologiques, mais c'est pas forcément pour ça qu'on a plus de pertes. Moi, j'anime la cellule justement des enseignants à Polytech qui s'occupe depuis qu'on a distribué les iPads aux étudiants. Et un des premiers retours qu'on a, c'est que ceux qui étaient largués avant, effectivement, avec les iPads, ils continuent à être largués. Au lieu de faire du sudoku sur le papier, ils font du sudoku sur l'iPad, mais ils continuent à être largués. C'est ça le premier pas. Mais finalement, en fait, on n'en a pas plus largué en leur donnant un outil numérique. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de parfois penser ça. Alors ma question, elle était, je trouve ça intéressant, mais un des trucs que j'ai pu ressentir moi quand j'ai utilisé l'iPad en cours, c'est un petit peu le sentiment de drogue aussi. Alors j'ai eu l'occasion de l'utiliser, et puis quand je suis arrivé à des niveaux de cours, des cours où je l'utilisais un peu moins, là, donc l'idée c'était vraiment la même ils ont un outil, sollicitons-les avec cet outil pour que ça nous échappe, pour qu'on contrôle ce qui se fait avec et pas que ça nous échappe, quoi. Et j'ai eu le sentiment, après, vers la fin de mes cours, quand j'avais moins mis de slides interactifs utilisant l'iPad, moins mis de réactions, moins mis d'utilisation de l'iPad dans le cours, je les avais perdus un petit peu plus encore parce que je pense que je les avais un petit peu drogués. Et du coup, quand ils ont eu un cours où il y avait moins d'utilisation de la technologie et ils s'étaient habitués, alors pour ça le retour était super, vraiment dans les premières séances quand j'avais l'impression d'avoir une interaction avec la classe que j'avais jamais eue. Alors, est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment de les avoir un petit peu drogués comme ça, et puis derrière, si on continue pas à les solliciter fortement, on est un petit peu mal. Alors derrière, le corollaire de ça, c'est de se dire, peut-être qu'on va tirer vers très haut l'enseignement à l'avenir, mais peut-être que ça va être sacrément difficile pour l'enseignant aussi, quoi. Oui, mais je trouve que c'est un défi de l'enseignant, c'est le défi de l'enseignant d'aujourd'hui, c'est ça, c'est construire des activités où il y a de l'usage. Je veux dire, notre téléphone, on ne téléphone pas quand même toute la journée, on pose, on mange, voilà, on fait d'autres choses quand même que de téléphoner. Et je pense que dans l'activité éducative, c'est ça, c'est montrer qu'à certains moments on s'en sert et à d'autres moments on le dépose. C'est aussi apprendre à déposer l'instrument. Et je pense que vraiment le rôle de l'enseignant, c'est jouer. C'est pas, moi, je suis pas non plus pour le tout iPad, le tout ordinateur, mais c'est vraiment jouer avec cette. On peut s'en servir, on peut aussi le déposer et voir ce que cela s'apporte. Et c'est ce qui m'intéresse en tant qu'enseignante, c'est à quel moment je vais m'en servir, à quel moment je vais le déposer. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi un côté. C'est difficile aussi de faire que tout le monde n'est pas au même rythme, ne veut pas. Il y a des gens qui apprendront mieux avec leur iPad tout le temps dans la main, puis il y a d'autres personnes qui ont, je veux dire, qui doivent le déposer. Et l'instrumentation permet d'avoir plus une réflexion individualisée par rapport à chaque personne et par rapport à chaque étudiant. Et je pense que c'est trouver ce rythme et essayer de construire ce rythme. Il n'y a pas un seul modèle éducatif. Et donc, il y a plusieurs modèles éducatifs et qu'on doit adapter à des personnalités différentes. Et je pense que dans le type d'école où vous travaillez, vous avez la possibilité de vous engager sur cette individualisation.